niveau par des équipes. Alors moi je voudrais commencer par vous remercier d'abord, Monsieur Reiss. Je pense que c'est un moment rare, pour moi c'est un moment assez émouvant aussi. Je voudrais remercier aussi Daniel Templan qui nous accueille ici, Théa, Pauline aussi avec qui on a travaillé pour organiser ce moment, et Pauline Bailly aussi qui travaille avec moi et qui a travaillé aussi pour ça. Donc je vous propose qu'on commence avec une question assez générale sur l'exposition. Vous présentez vos tableaux récents. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette exposition? Avec le micro, s'il vous plaît. C'est toujours difficile pour un artiste d'expliciter son travail, parce que c'est un travail qui sort, à vrai dire, en ses communs, par le fait qu'on est doué pour quelque chose. Il y en a qui sont doués pour faire le jardinage, d'autres pour conduire un tracteur, d'autres pour faire la peinture. C'est un don. Donc il est toujours difficile d'expliquer un don. Parce que moi j'ai toujours l'impression que les idées qui me viennent en peinture, elles me tombent comme du ciel, comme de l'intuition. Donc il m'est difficile de montrer ça. J'ai essayé de faire des peintures qui témoignent de mon émotion personnelle par rapport au monde dans lequel nous vivons. C'est pour ça que les personnages sont assez vivants à mon avis et ils sont mis en connexion les uns aux autres pour créer un climat que l'on peut rencontrer. C'est comme si, en fait, le compte, il était à une station d'autobus, à train d'un câble de tram, quelque chose. Ils sont rassemblés et le fait de leur juste position crée une certaine atmosphère. Et c'est ce qui me plaît. Il s'agit de votre première collaboration avec la galerie. Il s'agit de votre première collaboration avec la galerie Templan. Comment s'est construite cette association? Par la sympathie que j'ai eue pour lui, parce que nous allions ensemble déjeuner plutôt à un restaurant qui s'appelle c'est pas le Cameroun, c'est le Bulldog, près de Beaubourg, où je l'ai rencontré là. Et avant de savoir qu'il était marchand, il m'a sympathisé comme deux convaincus de mon univers. Donc, et après, ensuite, j'ai compris qu'il était marchand, il a compris qui j'étais, et notre sympathie a continué jusqu'au jour où je travaillais à la Douane Galerie, et la Douane Galerie, pour une raison que les ressources personnelles ont arrêté d'exposer en Europe, alors, je n'avais pas de galerie, ça ne dérangeait pas trop, mais j'ai reçu une lettre de Daniel qui m'a demandé si je voulais bien travailler avec lui. Et comme je voulais montrer ces tableaux-là, ça m'importait beaucoup de montrer mes derniers tableaux, j'ai dit d'accord pour le truc, et le voici. Quoi? Plus près. Et toujours des mauvais élèves. Justement, parlons de vos études. Vous faites une transition parfaite. Il y a une constante dans votre travail, c'est la poésie. Vous avez fait des études de lettres et vous avez continué à faire des poèmes. Moi, je les ai découverts à l'exposition au musée Paul-Valéry il y a 2 ans. Quel rapport vous entretenez avec la poésie et les mots? J'ai fait des licence de lettres, en effet. Et je suis assez ferré dans notre langue, plutôt admirable. Et je suis devenu peintre parce que j'ai compris les limites de la poésie, qui est intraduisible. J'avais 16 ans et j'aimais beaucoup l'Oderlin, le poète allemand. Et je suis tombé, j'ai acheté évidemment plusieurs livres, et sur un livre de l'Oderlin, il y avait un vers de lui qui s'est traduit par 12 traducteurs différents, c'est 12 traductions différentes. Alors là, j'ai compris que les limites de la poésie qui étaient intraduisibles. Si je dis pomme avec le sentiment que ma mère m'a donné une pomme que j'ai pris dans la main, un japonais qui lit pomme traduit dans un de mes poèmes,
il ne comprendrait jamais ce rapport charnel, parce que la poésie comme un langue, c'est avant tout un rapport charnel au réel. Donc j'ai compris que la poésie avait été intraduisible, donc elle était limitée pour moi. C'est pour ça que délibérément, j'ai choisi de l'exprimer par la peinture. Mais sur le fond de moi, je suis toujours poète et j'étais toujours désormais à ce genre de difficile. Et la difficulté est intéressante dans ce métier. Alors, au début de votre carrière, vous avez participé activement à des mouvements qui sont quand même assez importants, comme le nouveau réalisme ou le pop art. Après, vous avez connu un revirement à la fin des années 60, avec un retour à vos pratiques traditionnelles, à la peinture. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a amené cette rupture? Dans les années 60, j'étais très jeune et tous les jeunes artistes autour de moi, Rochenmer ou Liechtenstein, ceux qui étaient autour de moi à New York, ils étaient un peu dans le même état d'esprit, de faire le contraire de ce qu'ils avaient précédé, c'est-à-dire l'abstract et le pessimiste. Et alors, ils sont allés vers le réel et ça a été le contraire. Simplement, par des voyages que j'ai fait avec mon épouse qui est peintre aussi, Brigitte Aubignac, dans toute l'Europe, dans les Flandres, en Italie, j'ai compris que le langage que je parlais quand j'étais papa était très élémentaire et qu'il y avait mieux à faire avec un pinceau qu'avec des bombes. C'est très élémentaire. Alors à partir de là, nous avons beaucoup voyagé et beaucoup décidé d'amuser pour apprendre. Et c'est en fin de compte que j'ai appris mon métier et que j'ai décidé de m'inscrire dans ce que je considère maintenant comme la stricte obédience, le respect parfait des maîtres anciens. Alors justement, on s'était vu il y a 2 ans, on avait eu un échange, vous avez trouvé un petit peu sévère avec les professeurs des écoles d'art. Vous disiez qu'il n'y avait pas besoin de professeurs pour apprendre la peinture, c'est ce que vous venez de dire, en fait il faut recopier les maîtres anciens. Bien sûr, il n'y a pas besoin de professeurs qui ne font jamais, malheureusement en France surtout, que redonner à leurs élèves l'éthique qu'ils ont eux-mêmes, parce qu'ils ne connaissent rien d'autre. Et moi, si j'étais le jour où je serais ministre de l'Intérieur, ce qui arrivera bientôt, je vais mettre en prison. Parce que c'est scandaleux de raconter un langage qui n'est pas originel. Alors que la peinture, elle ne s'apprend pas par un discours d'un professeur. On va dans les musées, on copie les musées. Si vous allez apprendre à chanter, on vous fait écouter des grandes chanteuses, on ne fait pas écouter la professeure du coin. Si jamais il y a un jeune qui aspire à devenir artiste, à devenir peintre, et qui écoute vos conseils, vers quel maître vous le dirigeriez? Vers quelle peinture? Quel mouvement? Tous les maîtres anciens qui veulent selon son goût. Par exemple, moi en ce moment, je suis très inspiré, j'essaye de faire aussi bien que Gian Maria Crestu ou que le Moretto, les peintres du XVIIe italien. Donc, qui se choisissent un maître et qui essayent de l'égaler. Cet exercice d'apprentissage permet de comprendre les peintres. Même savoir manier le pinceau. Oui, parce que spontanément, quand on est un artiste, on croit qu'on sait faire. Mais après, les fois, on s'aperçoit que ce n'est pas très vrai. Donc, il faut persévérer et apprendre. C'est pareil au ping-pong, si vous jouez du poil à frère et un cube, ça ne marche pas. Il faut apprendre à manier la raquette, etc. En peinture, c'est pareil, etc. Est-ce qu'en recopiant, vous parvenez à comprendre comment il a réalisé le tableau? Oui. Et de reste, c'est le grand bonheur de la copie, parce qu'en fin de compte, on arrive à se mettre dans l'esprit de l'autre, l'esprit du maître. On arrive à comment il s'est débrouillé. On voit même parfois faire des trucs qu'il a fait, des petites combines dont il s'est servi. C'est vraiment, la copie, c'est absolument passionnant. J'adore ça. Et en copiant, est-ce que des fois il y a des tableaux qui vous ont résisté, où vous vous êtes dit mais comment il a fait ça et vous n'êtes jamais parvenu à refaire ou à comprendre comment il...
Certainement, certainement. Je ne vais pas présenter, mais ça arrive évidemment. Il y a des peintres qui sont tellement sublimes dans leur manière de manier le pinceau que, évidemment, on est très limité. Donc, il y aura un peintre comme moi. Quel C'est un génie supérieur, c'est un manœuvre quelque part. Il a vu ses maîtres. Quels sont les maîtres qui font partie de votre panthéon, ceux qui ont pu avoir une grande inspiration pour vous? Je veux dire, tous les peintres m'ont appris. Ça serait, mais je crois que Piero della Francesca et j'y reviens. Il y a Maria Crespi qui m'occupe beaucoup en ce moment. Et puis après, parmi les contemporains, Vallotton, je le trouve très bon, et Autodic, je le trouve excellent. Et aussi Menzel. Menzel, un excellent peintre et surtout un merveilleux dessinateur, un sublime dessinateur. Menzel, oui, merveilleux. Il y a 2 ans, j'étais allé voir la fresque de Piero della Francesca à Arezzo. Oui. C'est exceptionnel. Ah bon, c'est une bonne idée. Il y a quelque chose qui est fascinant quand on vous écoute aussi, c'est que vous êtes en opposition avec une certaine vision de notre époque. J'entends votre sens de la hiérarchie. On a tendance aujourd'hui à dire que tout se vaut, alors qu'en fait, vous établissez véritablement une hiérarchie entre les tableaux, entre les artistes, et notamment entre les sujets aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, parce qu'il y a la culture des imbéciles, il y a la culture des imbéciles, et puis il y a la culture tout court. Dans la culture tout court, il y a une hiérarchie, des valeurs et des choses. Quand vous allez au prix unique, il y a une hiérarchie des prix. En peinture, il y a une hiérarchie des valeurs. Tout le monde est hiérarchisé. Simplement, maintenant, on essaye de faire croire aux braves gens que tout est égal, que tout le monde est pareil, tout le monde est bon, tout le monde est gentil. C'est un blague. Il y a la hiérarchie partout. Et plus elle est cachée, plus elle est pernicieuse. On le voit en politique. Et au niveau de la peinture, vous m'expliquiez aussi que vous faisiez une hiérarchie de la nature morte jusqu'à la peinture d'histoire. Oui, d'abord, il y a les genres. Il faut bien comprendre qu'en peinture, il y a les genres. C'est une hiérarchie traditionnelle qui vient du fond des temps. Et dans ces genres, le premier stade, c'est la nature morte. Ensuite, il y a le paysage, puis vous mettez un personnage dans le paysage et vous arrivez à la peinture d'histoire. C'est une gradation. Au sujet de la peinture d'histoire, est-ce que vous pouvez nous parler de votre processus créatif sur un tableau, un grand format par exemple, comme la baie qui est ici? On a de la chance, on a les œuvres qui sont autour de nous, ça nous permet d'avoir l'œuvre en vrai et de pouvoir la regarder et l'explication. Je blague ou non? Donc, quelles sont les étapes de la construction d'un tableau comme celui-ci, par exemple? Un tableau comme ça, on doit d'abord avoir une émotion poétique. Ensuite, dans cette émotion-là, on essaye de la traduire plus en termes picturaux. Donc, on cherche les personnages qui vont exprimer l'idée qu'on peut exprimer. On cherche le nombre. Et ensuite, on décide le modèle de la grandeur de ce canton-là, monsieur le dit, et il y a des scènes, on fait un petit modèle comme ça, et avec tous les personnages, en faisant bien attention de ne pas en mettre plus qu'il en faut, parce qu'autrement, si vous commencez le tableau-là sans penser à avoir fait un modèle, le dernier personnage, il tombe du tableau, il se ramasse par terre. Donc il faut absolument avoir un modélo que l'on fait exercer toujours, qui sont au format du tableau, avec tous les personnages. Et une fois que vous avez ça, vous les projetez, puis vous décidez, et puis après, si moi je prétends, c'est des prétentions, comme vous voyez. Je prétends que dans la nature, si une forme est circonscrite, la couleur vient se mettre dedans. En peinture, c'est pareil. Si vous avez un dessin juste, la couleur spontanément vient se mettre dedans. Surtout si vous êtes coloré. Vous n'y pensez même pas. Vous avez un personnage détouré comme ça, tout à coup il doit être bleu, ou vert, ou jaune. Ça vient naturellement.
Si ça vient pas naturellement, c'est faux. Ton micro. Pardon. Si ça vient pas naturellement, c'est faux. Et au niveau des formats, vous êtes capable de faire des très grands formats comme des petits? Oui, il y a dans la Bibliothèque de France qui fait 12 mètres de long sur 4 euros. Oui. Vous faites aussi des petits formats? Oui, je fais des petits comme ça. Oui, des petits, comment dirais-je, des petits cœurs. C'est assez rare de faire à la fois des grands et des petits avec une telle précision. Oui, c'est rare, oui. Je crois que les bons pères y sont arrivés. Vous parliez de la couleur, vous êtes un coloriste, et il y a des couleurs qui peuvent paraître étonnantes, des visages qui sont verts comme celui-ci. Moi je reconnais des couleurs qui peuvent faire penser au maniérisme dans des roses, ce genre de choses, ou au pop art aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous développez, oui, cette couleur et cette influence du maniérisme, du pop art? C'est spontané chez moi. J'ai toujours cherché un autre de la couleur. C'est pour ça que dans les années 60, j'utilisais des couleurs phosphorescentes, parce que c'est des couleurs au-delà de la couleur. Et je continue à mettre des tons acides, parce que pour moi, ça anime l'image. J'aime beaucoup. Il y a aussi toute la partie dessin, vous faites énormément de dessins. Ah oui, beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu des dessins? Quel rapport vous entretenez? C'est un travail différent de la peinture? Est-ce que c'est un travail qui peut être préparatoire? D'abord, le dessin, c'est techniquement, physiquement, c'est un grand plaisir de dessiner. De recopier quelque chose, c'est tout à fait agréable. Et en plus, on apprend chaque fois, chaque nouveau dessin nous apprend à mieux dessiner. Donc je dessine, je dirais énormément. Au moins 2 dessins par jour. C'est beaucoup. Et j'en brûle parce que j'ai été terrifié lorsque j'ai appris que David avait fait 5000 dessins dans sa vie. Vous vous rendez compte, 5000 dessins. Alors quand on est amoureux de David, il faut savoir l'énorme travail qu'il y a derrière. C'est ça qui est merveilleux. Est-ce que le dessin, c'est quelque chose qui est préparatoire ou vous les voyez comme vraiment des œuvres abouties? Pour moi, c'est toujours préparatoire, mais il y en a qui sont dignes de passer pour une œuvre de moi, que je garde. Vous peignez beaucoup les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes et les fleurs, c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi au monde. Donc j'aime beaucoup les fleurs et j'aime encore plus les femmes. C'est le garçon avant tout. Ce sont des sujets universels de la peinture et justement on parle depuis quelques années d'un retour de la peinture, de la figuration en particulier. Comment vous le percevez, ce retour à la figuration? Tant mieux, bravo les gars, à continuer. Est-ce qu'il existe des artistes contemporains qui trouvent grâce à vos yeux? J'ai déjà cité l'auteur Lotolix et puis Lushan Fred, qui est très bon. Lushan Fred est excellent. Pourtant, c'est quelqu'un, enfin moi, je en avoir parlé avec certains artistes, c'est quelqu'un qui est assez clivant au niveau de son art, le Lushan Fred. Oui. Non, c'est magnifique. Si vous voulez, Lushan Fred, c'est très passionnant, Lushan Fred. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il s'inscrit parfaitement dans la tradition de la peinture anglaise. Par exemple, moi, je crois que mon seul intérêt, c'est ce que je l'inscris dans la tradition de la peinture française. Par rapport à toute proportion gardée et unité gardée, par rapport à David, je suis dans cette lignée-là. Alors, Lushan Fred, il fait ces grosses femmes que je ne supporte pas, mais qui sont très bien en peinture. Et alors, sur le canapé, il y a des roses, des bleus tendres, qui viennent de Gainsborough. Oui, c'est ça. Alors, cette suite à la tradition me touche beaucoup. Et Hockney, non? David Hockney? Hockney, c'est une volonté de Théodien, ça me touche pas beaucoup. Et les derniers sont lamentables. Les derniers tables sont d'une médiocrité. Et avant, c'est pour moi, c'est un peu comme de la
ça dérive de la publicité. C'est une facture publicitaire, une schématique publicitaire. Il n'y a pas de passage à l'écriture. Il n'y a pas de matière. C'est une vision originale et systématique de l'image. Après, moi, je ne suis pas pour ça. Et l'abstraction, c'est quelque chose qui ne vous touche pas du tout? C'est trop facile. L'autre fois, je parlais avec un galeriste qui me disait que l'abstraction était quelque chose de considéré comme très compliqué, mais qu'il y avait très peu d'artistes qui étaient capables de faire de l'abstrait. Que 99%, en fait, effectivement, c'était trop facile. Parce que 99% des mauvais artistes font de l'abstraction. Et deux ou trois qui faisaient quelque chose d'un peu présentable, ça n'intrigue tout le monde d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire sur cette terre l'abstraction? Est-ce que tous ces gens sont abstraits? Est-ce que vous êtes abstrait? Est-ce que c'est un abstrait? C'est une sottise complète. C'est un aguerri. C'est un snobisme commercial, c'est tout. Il y avait la figuration avec Boca. Après, on a inventé, pour que le commerce a inventé l'abstraction. Demain, il inventera autre chose. C'est que du business. Ça fait partie de cette grande rhétorique dont vous parlez sur l'art contemporain. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, cette théorie? C'est intéressant, la notion de rhétorique. C'est passionnant. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre, justement, cette théorie que vous m'aviez parlé la dernière fois sur les côtés rhétoriques de l'art contemporain, le fait que chaque artiste s'autorise oui, parce que à l'autre? Le propre de l'artiste, c'est que les idées sortent de lui sui generis, c'est-à-dire elles sortent de sa propre émotion, de son cœur. Et la rhétorique de la peinture, c'est des œuvres qui s'autorisent de l'artiste qui les a précédées. Ils n'inventent rien de par eux-mêmes. Ils font une petite nouveauté par rapport à la doxa qu'il a présentée. C'est très intéressant de voir, c'est typiquement la rhétorique en littérature. On s'autorise, si vous appréciez, pour porter un petit peu de nouveau. Un peu de poste, c'est très limité, et ça manque de vérité et de charme. Alors, du coup, ça m'amène à une question. Je voulais savoir, est-ce que les maîtres anciens ne se sont pas autorisés ça aussi avec les peintres d'avant, en se disant, je m'inspire aussi de tel tableau et après, oui, ça n'empêche pas, il faut le faire avec des grandes humilités. La différence entre les rigots dont nous venons de parler, c'est que les maîtres anciens, ils copiaient ou ils étaient inspirés par ceux qu'ils avaient pressés. La plus grande humilité, avait le désir de bien faire. Par exemple, moi, j'ai toujours dit, je le dis pour la première fois, tout mon souci de ne pas faire honte, si tout d'un coup, je ne sais pas, on se dit qu'on est, et me dirait, bon, mon pauvre Marcel, tu te déroules pas mal. Et si on me dit, pauvre chiant, qu'est-ce que tu fous là? Vous voyez, la différence de respecter la tradition, parce qu'elle a de plus agréable. Puisque nous sommes sur l'art contemporain, il y a une anecdote que vous m'aviez racontée, qui était que c'est Marcel Duchamp qui vous a conseillé de faire de la peinture. Oui, quand je suis allé le voir, il m'aimait bien. Il trouvait que j'étais intelligent. Il avait raison. Mais on avait très bon rapport. Alors, si vous voulez, il n'était pas en représentation, mais il était vraiment avec un collègue. Et alors, un jour, que je lui disais qu'il y avait le grand avenir de la peinture figurative, et que c'est ce que j'avais décidé, il m'a dit, mais regardez ce que je fais moi en ce moment. Et il avait ouvert un tiroir, il y avait des dessins figuratifs. C'était très étonnant. Et ça m'a beaucoup étonné. Mais on s'est gardé de le montrer plus tard. On continue de montrer ces œuvres non figuratives ou Alain Duchamp, Thierry Dimez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ces œuvres que vous avez vues? C'était quoi? C'était les natures mortes, les textes, les paysages. Et la peinture figurative. C'est des œuvres qui vous touchaient à l'époque? C'était un bon peintre? Un bon dessinateur? Un peu, pas dans le style, mais avec la manière de dessiner plutôt
la qualité, la manière de tenir le crayon, un peu de son frère. Vous voyez son nom, je vous dis ça. Le frère du chat. Bon, j'en viens un mec plus tard. Je le retrouverai. Ou Jacques Villon. Ce sont 3 frères. Villon et Duchamp-Villon. Qui Duchamp-Villon et Villon. Duchamp-Villon. Duchamp-Villon, voilà, exactement. Duchamp-Villon, merci. Vous voyez le trait de Duchamp-Villon, un peu aigu comme ça. Alors lui, il avait ça. Mais oui, il payait des choses. J'aimerais qu'on parle d'une autre partie de votre travail qui est souvent peu abordée, c'est la partie sculpture. Parce que vous êtes véritablement un sculpteur, il y en a une qui est présente dans l'exposition. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce travail de sculpture? Comment c'est venu à vous? La sculpture, si vous voulez, c'est comme si un de ces personnages, la fille ou le garçon, sortait du tableau et se présente à nous. Donc il y a une grande émotion à voir ces personnages. La statue. En plus, la sculpture permet de donner un poids spécifique à la peinture. Elle permet de lui donner une présence tangible. Donc, je suis très sensible à la statuaire. La statuaire, je parle des statues, pas la sculpture. Je suis très sensible à la statuaire et je trouve que c'est une pratique. Je me conserve beaucoup. J'ai même appris que vous aviez fait des sculptures en papier mâché. Oui. Qu'est-ce que vous aviez fait? Quand j'étais jeune, pour gagner ma vie, j'ai travaillé pour le carnaval de Nice. On fait des sculptures en papier mâché pour le carnaval. Donc je sais très bien manier le papier mâché. Je sais très bien le manier. Alors, de là à faire des statues en papier mâché, ça m'est venu spontanément. Il y en a une très émouvante et très belle qui était au Pied des Marches, au Palazzo Grassi, de l'ordre suisse. Une sorte de mage, de sage, qui se terminait comme ça, en papier mâché, qui est très émouvante. J'ai trouvé un chef-d'œuvre pour moi. Puisqu'on parle de sculpture, moi j'ai vécu 11 ans à Nîmes. Je sais que vous avez fait un travail remarquable à Nîmes, 2 places qui sont, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, qui sont exceptionnelles. Il y a la place d'Assas et la place du marché, où vous avez fait un crocodile, et maintenant les Nîmois l'appellent la place au crocodile. Donc voilà, et vous avez emprunté, enfin vous êtes inspiré de l'histoire de Nîmes pour réaliser ces sculptures. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces œuvres faites dans l'espace public? Alors, j'ai travaillé avec beaucoup de dévotion pour Nîmes, parce que ma famille est originaire de Nîmes. Ma famille est originaire de Beaucaire. C'est des Romains. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller à la place de Beaucaire. C'est une place romaine. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Donc, j'étais très heureux de pouvoir créer pour la ville de Nîmes, à demande de Jean Bosquet, le maire, que je salue à nouveau ici. Et j'ai donc fait la place d'Assas et la place du marché à Saint-Yves. C'est très merveilleux pour moi, ça. Oh, je pense que j'ai bien fait. Oui, vous vous êtes inspiré de l'histoire de Nîmes, avec notamment le crocodile, le palmier qui représente du coup la colonie romaine. Les taureaux sur les arches, etc. Tout à fait. Et vous avez fait aussi à Paris, peut-être que les gens connaissent un petit peu mieux, au niveau du Palais d'Iéna. Oui, une œuvre et surtout la statue, les deux personnages sont les colombes. C'est la première statue de la vie que j'avais fait. Je ne me suis pas déballadé, j'y suis allé, je n'avais jamais fait des statues. Elles sont très bonnes des fois. C'est excellent. C'était bien l'espace. Est-ce que c'est un travail différent d'avoir une commande publique comme ça? Il faut se renseigner, comment vous voyez la chose? Je ne pense pas. Il faut le prendre au site. Moi, j'ai toujours travaillé pour moi-même, pour un public ou pas. Si c'est raté, on ne le montre pas. Si c'est réussi, on le montre. Je fais quelque chose que je trouve très bien à Paris, si
peut-être vous avez vu une fois les voir, c'est Notre-Dame de l'Arche d'Alliance à Yoré. C'est les 2 vitraux de 6 mètres sur 6 mètres qui sont très impressionnants. J'allais vous poser la question sur les vitraux, parce que c'est vrai qu'on parle énormément des vitraux en ce moment avec les artistes contemporains. Vous, est-ce que c'était un sujet singulier pour vous de travailler le vitrail? C'était quelque chose de différent? Non, c'était une image, je pense, pour les autres. C'est là un merveilleux personnage qui s'appelle le vitrier, le verrier plutôt, il transforme en image tangible. Et c'est comme faire un tableau. On peut le faire avec ses lumières. On peut le faire un personnage. C'est un peu du travail de transplantation. Quel regard vous portez sur cet art du vitrail qui persiste dans le temps, les artistes contemporains? Je dirais que c'est presque un sujet sacré pour eux, j'ai l'impression. Vous avez réalisé des vitraux contemporains, on en parlait, le vitrail, c'est quelque chose qui perdure dans le temps, malgré que la religion peut parfois être contestée, et les artistes continuent malgré tout, en fait. Quel regard vous portez là-dessus? Tant mieux pour eux, tant mieux pour les églises, tant mieux pour la société, si vous voulez. Si le miracle, là, la lumière se reflète, et dans le vitrail, elle passe au travers. Donc il y a une illumination de la matière qui est supérieure à la peinture. La lumière vient de la matière, alors que là, elle reste en surface, elle met au mal comme ce genre. Est-ce que vous méditez toujours? Quoi? Vous méditez toujours? Oui. Oui. 4 heures du matin, une bonne heure. Oui. Ça vous aide au quotidien ça vous aide au quotidien pour la peinture? Regardez, est-ce que j'ai bien ma tête à 90 ans? Alors, il nous reste un petit peu de temps, donc j'avais préparé d'autres questions en plus, notamment autour de vos films. De vos films. Oui. Vous avez réalisé des films qui sont moins connus. Vos films sont moins connus, mais vous en avez réalisé. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette période où vous avez fait des films? Je continue d'en faire. Avec le portable, on peut faire des films très bien. Je continue, mais je ne les montre pas maintenant. J'en montrerai à Thessalonique, où je vais montrer mes films le mois prochain, en Grèce. Le cinéma, c'est comme tous ces personnages sortaient du tableau, commençaient à discuter. Comme si toutes les personnes qui sont assises étaient en réalité sorties du tableau. Pour ça, c'est très passionnant, ça me fait. Mais là, avec le portable, on peut faire des films et transposer sur Internet, et ça marche très bien. Continue. Mais j'en ai tellement fait que maintenant, il y a moins de vanité à les montrer. Vous parlez souvent, quand vous parlez de votre peinture, des artistes qui ont pu avoir une influence sur votre peinture. Quand vous avez fait des films, est-ce qu'il y a des cinéastes qui ont pu avoir aussi une influence sur vous, ou un travail que vous avez, qui vous a marqué, un réalisateur qui vous a marqué ou deux? Oui, Kenneth Anger, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un avant-gardiste américain qui a fait des films dans les années 60 et qui m'a beaucoup influencé. Inspiré plutôt. Je préfère le terme d'inspirer à influencer en général. Est-ce que vous êtes optimiste, Martial Reiss, que ce soit pour l'art ou pour les générations futures? Bien sûr, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On vit dans une époque où tout va très vite. Est-ce que cette frénésie du quotidien peut malgré tout s'opposer à la création? Non, parce que oui, le principe même des artistes, c'est de faire abstraire, de s'abstraire de la réalité quotidienne, pour essayer de trouver une réalité supérieure. Donc, c'est un processus qu'on commence quand on veut être artiste, très jeune, et après, c'est un but. Et spontanément, on se met à part, je dirais. On le vit, on le comprend, mais le cœur est à part de cette affaire-là. Vous nous parliez d'une exposition que vous allez avoir le mois prochain. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos projets?
engagé. J'aimerais faire un bon tableau, un très bon tableau. J'en ai au moins terminé, si j'ai entraîné en ce moment. Il est assez joli. Il y a une jeune femme à droite qui a les jambes comme ça, elle bouge, elle marche, elle se bat, elle est comme ça plutôt. Elle se bat, elle est main tendue, elle vient de se faire voler son foulard. À l'autre bout, il y a des tableaux. À l'autre bout du tableau, il y a un petit bonhomme qui court, c'est le furet. Alors le furet, on lui a volé son foulard. Et elle est là. Et alors, ce rapport-là m'a beaucoup plu entre ce personnage, elle est tendu comme ça, qui est haut, étonné, et l'autre, le petit bandit qui court. Ça m'a plu. J'espère le terminer. Est-ce que ce sera mon dernier tableau? Seul le destin le sait. Et j'espère le terminer bientôt. Merci beaucoup. Maintenant, je veux bien faire passer le micro si certains ont des questions. Ne vous inquiétez pas, j'ai réponse à tout. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Martial Arès? Moi, j'ai une question. Bonjour. Alors, j'ai vu dans un catalogue qui est édité par Gagosian sur l'œuvre raisonnée de Martial Arès, de Walter de Maria, que vous étiez rencontré en 68 lors d'un voyage en France. Il vous avait rendu visite à Aise. Et est-ce que vous pourriez parler de cette rencontre? Alors, attendez, approchez-vous, parce que j'ai pas entendu, c'est-à-dire. Ah. Je ne sais pas. Pardon? Peut-être vous pouvez vous lever, comme ça on vous voit. Voilà. Alors, je répète. Donc, j'ai lu dans un catalogue sur Walter de Maria, qui est en ce moment exposé chez Gagosian Bourget. Je ne sais pas si vous avez vu l'exposition. Donc il y a un catalogue qui a été édité, et oui, dans ce catalogue, donc, il y a une description de son parcours d'artiste, et je l'avais lu il y a un moment, et j'y ai pensé avant de venir. Et donc en 68, il est venu en France, il vous a rencontré à Aise. Est-ce que vous pourriez parler de cette rencontre à l'époque? Je ne sais pas si vous aviez des points communs en tant qu'artiste, au niveau de votre parcours. Vous avez une œuvre qui est à ce moment extrêmement à l'opposé de ce qu'il a fait après. Mais à l'époque, est-ce que vous y étiez plus en correspondance, en accord avec le travail de Walter de Maria? Walter de Maria? Oui. Jamais de la vie. Je le connais très bien. C'est une autre optique, celle que la mienne. Et je l'ai connu en effet. Mais il n'était pas à Aise. Ah, dans le catalogue, c'était C'était jeune à Aise. Il ne travaillait pas avec Virginia de Kondratiev. Et Aise, c'était le château de Virginia Kondratiev de la Douane Galerie. Alors, il n'était pas à la Douane Galerie. Non, il était en voyage. J'ai photographié la page du catalogue, je la donnerai à M. Tampon si vous voulez. Enfin, c'est écrit, donc il faudrait dans ce cas-là faire une correction chez Gagosian. Non, peut-être. Enfin, est-ce que vous l'avez rencontré? On peut être corrigé. Quoi? Est-ce que vous l'avez. Enfin, est-ce que vous vous souvenez de vos rencontres? Est-ce que c'était intéressant? Pas très bien les rencontres, mais je l'ai certainement connu parce qu'il était à New York au temps où j'ai été dans les 60 avec Rochelbert, Liechtenstein, voilà. Oui, enfin, il était dans une autre sphère artistique. Il était avec Michael Heiser, avec Lamont Young. Il était dans une position beaucoup plus radicale en tant qu'artiste. C'est pas. Je vais passer le micro. J'ai un peu oublié tous ces gens. C'est vrai. Tarzan, les autres, j'ai oublié.
écouté ce que vous disiez. Vous n'avez pas parlé du regard que vous portez actuellement sur votre œuvre qui vous a rendu célèbre, l'école du pop art. Quel est le regard que vous portez actuellement sur votre propre œuvre, celle que vous avez développée au moment du pop art? Quel regard vous portez sur votre œuvre, sur le pop art? Sur le pop art. Dans la maison de ma mère, sur la cheminée, il y a une photo de moi en première communion. C'est le papa. Bonjour. Vous parlez de votre travail comme de la peinture d'histoire, mais la peinture d'histoire avait des commanditaires. Et donc ma question, c'est comment, en tant que peintre, vous choisissez ce qui fait histoire, ce qui fait événement, et comment éviter de tomber dans l'anecdote. Parce qu'avec le temps, n'ayant pas de commanditaire, j'ai décidé de l'être moi-même. Et donc, je fais les tableaux pour moi. Et comme je suis attiré par la peinture d'histoire, vous savez, la nature morte. Je suis là avec une salade et une miche de pain. Derrière, j'ai un paysage. Ça devient de la peinture d'histoire, c'est que le paysage est inscrit dans une situation où il y a un individu et une nature morte. Donc, si vous voulez, n'ayant pas de commanditaire, je suis commandité moi-même. Et donc, comme j'ai la peinture d'histoire, je fais des tableaux d'histoire. On ne propose pas de vendre des tableaux dans des œuvres. Je les fais, et si j'ai le bonheur de les vendre, le seul intérêt pour moi en réalité, c'est que ça me permet de continuer à travailler. Tous les artistes authentiques, ils ne cherchent pas à gagner 5 000 pour rouler en Chevrolet, mais ils cherchent à gagner de l'argent pour continuer à travailler. Et ça a toujours été la direction de ma pensée, depuis que j'ai commencé, je ne dirais pas comme les bébés à 16 ans, mais disons à 20 ans. Pardon. Je voulais vous interroger surtout sur le rapport entre la petite histoire qui pourrait être vue comme anecdotique, la salade, le paysage, et la grande histoire dans laquelle vous vous inscrivez quand vous abordez des sujets comme la paix ou la guerre. Oui, mais la grande histoire de vous est toujours liée à des choses très simples. Là, il y a ce bateau qui est au bord de la mer et cette espèce d'animal amphibie que je vois de temps en temps dans ma mare. Et ces deux côtés anecdotiques font partie de la vie au même titre que les personnages. Alors donc, si vous voulez, j'ai toujours fait les deux à la fois. Le petit côté acteur, moi qui suis à table, et derrière le grand paysage qui fait que les deux ensemble font la peinture d'histoire. La peinture d'histoire, c'est pas simplement des personnages historiques ou pseudo-historiques et des détails. C'est les deux ensemble. Voilà comme je le sens. Est-ce que vous satisfaites ou non? Une autre question? Bonjour Martial. Bonjour. Ah, mon cher ami. Ouais. Je voulais vous demander, peut-être vous faire un peu parler sur les modèles. C'est-à-dire, dans une peinture comme celle que nous avons sous les yeux, ici ou là, il y a énormément de personnages avec des visages extrêmement variés. Est-ce que ces visages partent de modèles vivants? Est-ce que ces visages partent de votre imagination ou les deux? Non. Je fais très attention à voir des gens véritables. C'est très agréable de travailler d'après des vrais modèles. Pour moi, ça me touche beaucoup et ça m'importe beaucoup parce que ça donne le côté
sensuel et un point spécifique au tableau que l'on fait. Mais par exemple, vous voyez le personnage avec le maillot à rayures vertes, vous reconnaissez mon épouse, c'est magnifique. Oui. Donc tous les autres sont pareils, c'est toutes les personnes que je connais et qui sont des habitants pour moi. Ce qui est très joli, c'est qu'ils ont accepté de poser longuement pour que je les dessine et qu'ils reviennent après pour lui mettre les couleurs. Ça, c'est très tardant pour moi. Non, non, je travaille toujours d'après des petits personnages, tous. Même le petit Ravi, là, le petit Andouille au fond, je le connais très bien. Il est grand, mais non, enfin, moi personnellement, je travaille toujours avec des modèles. C'est stimulant, vraiment stimulant. Alors justement, en restant sur ce tableau avec les modèles, je n'ai rien par hasard. Chaque élément est une création qui prend un petit peu de temps. Chaque personnage a une signification, évidemment. Alors on va peut-être pas les prendre tous les uns les autres, mais par exemple, le visage vert qui nasse. Qu'est-ce qu'il symbolise? Qu'est-ce qu'il représente dans cette fresque sur la paix? Il y a la femme qui tient le drapeau tricolore, ou cette femme jaune. Vous n'avez pas par hasard, il y a toujours une intention et une symbolique. Ces trois personnages. Le gars qui a le chapeau rouge comme moi, il a la main comme ça. Parce qu'il y a toujours dans la vie des gens qui se méfient de tout. Et lui, il fait « Oh, attention, donc ceci-là, vas-y, cool. » C'est ça. Vous êtes prêts? Un autre personnage, la femme jaune en maillot de bain. Là-bas au fond. Oui. C'est un belle fille de service. La belle fille de service. Chaque personnage a une signification. Ils ne sont pas là comme ça. Oui. Oui, si vous voulez, il faut y penser avant. C'est ce qui donne la diversité au tableau. Autrement, s'il n'y a pas un contraste entre les personnages, ça devient tout. Enfin, c'est que voulez-vous. On fait de son mieux, et puis après, vous avez jugement. Un tableau, c'est comme une bouteille lancée à la mer. Non, c'est pas où ça arrive. Mais ça arrive un jour ou l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, il n'y a pas d'autres questions. Je crois qu'on a terminé. Merci beaucoup, Martial. Merci beaucoup pour votre question.